Chute Radio, l'expérience sonore du magazine Chute, vous présente Tout Rôle Modèle. Vous écoutez Chute Radio. Chute Radio. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Aurore Bizikia, la cofondatrice du magazine Chute, et je suis très heureuse de partager avec vous un nouvel épisode de Tout Rôle Modèle. Cela fait un moment que nous avions cette idée en tête, cette envie même, créer un podcast mettant en avant les femmes de la tech. Nous le pensons comme un prolongement de notre magazine papier, notamment notre premier numéro, intitulé « La femme et l'avenir de la tech », paru en décembre 2019. 2 ans après ce premier numéro militant, nous sommes heureuses de vous partager ce podcast que nous réalisons avec le soutien de Soprasteria, une entreprise de la tech justement, de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, engagée en faveur de l'égalité femmes-hommes. Les technologies sont neutres, dit-on. Ce sont les hommes et les femmes qui la conçoivent, qui les rendent utiles, responsables, inclusives, ou tout le contraire. Si la mixité et l'inclusion font partie des enjeux forts dans la façon de concevoir les technologies, l'éthique a aussi une place majeure à prendre. Pour en parler, nous échangeons avec Laurence de Villers, professeure d'intelligence artificielle à la Sorbonne Université et chercheuse au CNRS LISN, laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique à Saclay, anciennement l'IMSI, où elle dirige la chaire Human, pour Human Machine Affective Interaction and Ethics. Elle est l'autrice de 2 livres, Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalité, paru en 2017, et Les robots émotionnels et l'éthique dans tout cela, paru en 2020. Ses champs de prédilection, les interactions affectives et sociales humain-robot et l'éthique de la robotique sociale. Bonjour Laurence. Bonjour. Vous êtes professeure en informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours ? Oui, alors j'ai commencé en fait à m'intéresser au langage. Lors de mes études, je faisais des mathématiques et aussi je travaillais sur le langage. Et très vite, je me suis intéressée à l'informatique. Donc j'ai fait un parcours universitaire parce qu'à l'époque, j'ai fait la première licence en fait d'informatique de l'université de Jussieu, Paris 7. Et il n'y avait pas de cours d'informatique dans les grandes écoles ou ailleurs. C'était très émergent. Et du coup, on avait même lutté, je me rappelle, pour ouvrir le cursus à plus, puisqu'on avait partout des annonces comme quoi c'était le sujet qui allait émerger partout, les systèmes informatiques. Et pour autant, il y avait très peu de formation. Alors, dans la formation où j'étais, donc on a fait en sorte d'être une 50, 80, je crois, à être inscrits en licence. Et il y avait une parité entre garçons et filles à l'époque. Mais qu'est-ce qui vous avait donné cette envie d'aller vers l'informatique, justement ? C'était... Alors à l'époque, mon intérêt a changé après. J'avais lu quelque part que le design des objets pourrait être effectué grâce à des technologies comme des modélisations informatiques. Et comme ça, on verrait l'objet avant de le construire sous toutes ses facettes. On pourrait imaginer ce qu'on pourrait en faire et le créer différemment. C'est vraiment l'aspect créatif qui m'a attirée vers ce sujet. Et j'avoue qu'il y a un autre sujet qui m'intéressait aussi, mais que je voulais pas faire parce que je ne voulais pas faire médecine. C'était qu'est-ce que le cerveau, le substrat de la pensée, tout ce côté un peu. Alors l'âme, ça allait très très loin, mais c'était vraiment comment les pensées naissent dans le cerveau, quel est le substrat et finalement l'intelligence artificielle qui était émergente dans les années 50, qui apportait cette idée de modélisation des capacités humaines sur des machines était assez fascinant. Et je lisais des livres à ce moment-là sur l'émergence de l'intelligence artificielle. Et désormais, vous êtes professeur à la Sorbonne depuis près de 11 ans, c'est ça ? Oui. Et dans vos classes, est-ce que vous avez vu une évolution par rapport à ce que vous avez vécu au moment de votre formation ? Ah oui, très très clairement. Alors d'autant plus que moi j'enseigne à la fois à Saclay. Bon, beaucoup moins qu'avant. Lorsque j'étais maître de conférence, j'avais évidemment des classes remplies majoritairement de garçons.
mais en grande majorité. Il y avait 10% de filles présentes dans les amphis de 200 personnes à Saclay. Lorsque je suis partie à la Sorbonne, c'était aussi l'idée, et j'ai pris ce poste de professeur, c'était l'idée d'appliquer l'informatique, la reconnaissance des formes, l'apprentissage des machines, l'intelligence artificielle à des sujets autour de l'humanité numérique, autour des sciences sociales et humaines, quoi. Qu'est-ce qu'on peut en faire vraiment dans la société et qu'est-ce qui allait être extrêmement intéressant à regarder aussi, les impacts, non seulement le savoir-faire et la robustesse des techniques, mais les impacts et les champs d'application. Et donc j'ai pris ce poste, j'ai obtenu ce poste par concours à l'université de la Sorbonne, qui était en fait un poste dans une UFR d'informatique et de sociologie. Et donc les jeunes garçons et filles qui suivent ces enseignements, là, sont en majorité des filles. D'accord. Donc j'ai bien le grand écart, c'est-à-dire que j'ai bien vu que lorsqu'on allait faire des sciences dures sur Paris-Saclay, on avait très peu de femmes finalement dans les amphis. Et plus on montait dans les classes en master, moins il y en avait. Et de l'autre côté, sur la Sorbonne, où j'ai en fait un cours assez pluridisciplinaire, puisqu'on aborde les émotions et l'apprentissage machine avec des cours qui ont trait quand même à la neuroscience, qui ont trait à la psychologie aussi. Si je traite des émotions, évidemment, je vais m'intéresser à ce que sont les émotions pour l'humain, avant de les représenter sur machine. Et donc, je fais bien la différence entre qu'est-ce que ce sont ces sujets pour un humain, sans aller jusqu'à des apprentissages autour de données médicales, puisque c'est pas du tout mon sujet. Mais il y a ce double intérêt. Et donc là, dans les formations que j'ai, en tout cas, que ce soit au niveau licence ou master, en sciences du langage ou en linguistique computationnelle, le fait de faire des systèmes pour nous parler, qui seront automatiques, des agents conversationnels, voire des robots sociaux, eh bien, on a besoin de toutes ces capacités, de cette pluridisciplinarité, et qui attire plus les filles que juste les garçons. Alors, ce sont encore des niches, je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler. Je vous remercie de m'interroger là-dessus. De plus en plus, on va ouvrir en fait si on veut vraiment comprendre la complexité de l'humain et savoir modéliser de façon plus efficace et plus éthique les systèmes qu'on est en train de faire actuellement dans la société, qui sont autour de nous, tous ces objets qui vont du chatbot sur mon téléphone à le recrutement de jeunes à travers la tessiture de leur voix, comment ils se comportent, etc. Toute cette prise en compte, ou même la reconnaissance de comportement dans la rue, si je veux travailler sur les comportements anormaux, qu'est-ce que c'est ? Il est évident qu'il faut regarder l'expertise fine, que ce soit en psychiatrie, en psychologie, en médecine si on va dans ce côté-là, ou alors comment on se comporte dans une voiture, si on veut s'intéresser à ça dans le transport ou dans la ville, quelles vont être aussi les spécificités à prendre en compte. Ça, c'est pour la mise en œuvre. Comprendre intelligemment comment on manipule ces outils d'IA. Mais de l'autre côté, il y a aussi les usages. Et je pense que de plus en plus, il faut être dans cette boucle où on construit Ethic by Design en comprenant bien ce qu'on est en train de faire avec des experts du domaine et on surveille. On continue à surveiller l'objet qu'on a construit dans son interaction avec les autres. Pourquoi ? Pour augmenter la capacité des humains qui vont l'utiliser, qu'ils n'en soient pas dépendants, mais qu'ils arrivent à l'utiliser au mieux. Et puis, éviter effectivement des manipulations de la part d'industriels qui n'auraient pas suffisamment expliqué que ce que font ces systèmes, quelles sont leurs capacités. Et en ce moment, c'est un peu ce qu'on vit, parce qu'on manque d'évaluation et de régulation. Et on voit que l'Europe est en train de monter sur ces sujets. Je pense que c'est des sujets qui sont donc pluridisciplinaires, qui ouvrent à la fois aux soins de l'autre, à la conscience de l'autre et à mettre l'humain au centre, tout en étant sur des capacités techniques très pointues. Je pense que ces domaines-là pluridisciplinaires vont plus attirer les filles. Mais du coup, vous leur apprenez aussi l'éthique. Tout le temps. Oui. De la licence au Master 2, j'avoue que j'ai eu des années où j'ai eu tous les niveaux. Oui. Et à chaque fois, j'ai toujours ouvert et à chaque fois, ça a énormément plu en fait.
Parce qu'on parle de l'humain, parce qu'on parle des autres, parce qu'on parle de son ressenti. Et d'un seul coup, cette matière qui paraît justement un peu abrupte quand on ne la regarde que du côté de la modélisation en deep learning, réseau de neurones, connexionniste, qui sont des gros mots qui cachent aussi des vérités qui sont proches de l'humain, mais qui sont du biomimétisme. Si on regarde ça sous ces aspects pluridisciplinaires, on voit énormément en fait d'apports pour soi aussi. Et je pense que ça attire les hommes parce qu'ils ont compris qu'avec ces outils on peut être compétitif. On peut aller sur des performances accrues et il y a tout un jeu autour de cette compétitivité qui existe. Et puis d'un autre côté, je pense que les femmes qui sont peut-être moins dans cette compétition, et encore, c'est pas du tout, je veux pas faire forcément de différence, mais ont envie aussi de donner un sens. Elles retrouvent dans l'informatique appliquée avec cette idée de bien comprendre ce qu'on est en train de modéliser par rapport à l'humain et en même temps les conséquences éthiques, elles y retrouvent justement un champ qui a du sens. Et justement, l'éthique, c'est devenu le cœur de votre propos. C'est devenu le cœur de mon propos parce que je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de gens, en fait, qui s'intéressaient à ce champ de l'éthique appliquée. C'était du domaine de la philosophie. Mais pas du tout du domaine, en fait, de la mise en œuvre de métriques, de protocoles bien calibrés, permettant, en fait, et puis d'évaluation de ces systèmes. Alors, l'éthique est un champ philosophique, certes, mais moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est à la fois l'aborder sous sa partie fondamentale, évidemment, et théorique aussi, mais pas seulement. Et on en a besoin pour essayer de trouver les garde-fous, pour essayer de mieux évaluer, pour essayer de faire que demain, ces systèmes soient des outils d'invention. Des outils d'augmentation de l'humain, des outils satisfaisants et non pas des contraintes de la surveillance de masse ou d'autres innovations plus, à multiples risques. On fait une pause ? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est Rabelais qui nous disait cela il y a déjà plus de 500 ans dans son œuvre majeure, Pantagruel. Depuis, les sciences ont fait des pas de géant et cette phrase résonne toujours comme un appel à la vigilance à nos oreilles. L'intelligence artificielle fait partie de ces technologies à penser, à réguler, à utiliser en conscience. Camille Morvan, l'une des cofondatrices de Goshaba, un outil de mesure des soft skills, les savoir-être en français, nous partage sa perception de l'IA, de ses dangers et de ses opportunités. Quand il s'agit de prendre des décisions, nous le savons tous, nous sommes biaisés. Et bien qu'on le sache, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on est très bon pour prendre des décisions. Par exemple, en recrutement, les études montrent que l'attitude et la confiance en soi des candidates et des candidats influencent leurs chances d'obtenir le job. Alors qu'on sait bien que la confiance en soi et la compétence ne vont pas toujours de pair. D'autres facteurs encore plus surprenants jouent un rôle. Par exemple, les hommes qui font 8 cm de moins que la moyenne perdent en moyenne $2000 de salaire par an. Quant aux femmes, cette réduction intervient quand elles font 6 kg de plus que la moyenne. Ok, on sait donc que les humains sont biaisés à cause des biais cognitifs. Alors que faire ? On peut essayer d'en prendre conscience, mais par définition, comme c'est inconscient, ça ne peut jouer que à la marge. On peut aussi prendre des décisions à plusieurs pour contrecarrer les biais des uns et des autres. C'est bien, mais ça ne résout pas tout, car la plupart des biais sont les mêmes chez tous. C'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Les algorithmes n'ont pas, a priori, d'opinion politique, de volonté propre, de jalousie, de traumatisme, de préjugés. Ainsi, les algorithmes, dans la mesure où ils sont basés sur des données objectives et représentatives, vont être beaucoup plus objectifs. En plus, les outils digitaux permettent de réaliser des calculs, permettent de capter des données et d'analyser le monde avec une puissance, une rapidité et une précision qui sont bien supérieures à celles du cerveau humain. Alors par exemple, chez Goshaba, on utilise des outils digitaux pour mesurer les capacités cognitives des talents en recrutement et en mobilité interne. Alors ça peut se faire qu'à partir d'outils digitaux. On utilise les neurosciences et le jeu vidéo pour évaluer des capacités cognitives telles que la mémoire, l'attention, la capacité à résoudre des problèmes complexes. Ensuite, les résultats de ces analyses qui sont faites par nos jeux cognitifs,
Ces résultats vont servir d'outils d'aide à la décision pour les recruteurs. Donc on ne se substitue pas à l'humain, mais on lui apporte des informations supplémentaires que l'humain n'est pas capable de capter. Alors évidemment, on entend aussi beaucoup parler des dérives de l'IA, et de la même façon qu'il y a des biais cognitifs, il y a aussi des biais algorithmiques. Alors il ne faut pas aveuglément s'en remettre aux outils digitaux pour tout résoudre. Mais, pour moi, combiner les formes d'intelligence et garder le meilleur, ça c'est du progrès. On revient en studio pour parler éthique et tech avec notre invitée Laurence de Villers. Il y a eu un moment clé qui vous a amené à vous dire là il faut commencer à se poser des questions sur ce qu'on fait en informatique, dans le numérique de façon plus générale. Alors, disons qu'il y a eu plusieurs moments clés effectivement dans ma carrière. Donc, il y a eu déjà le fait de lutter pour faire une licence informatique, puisqu'on était à l'époque j'ai déjà été confrontée à cela très vite. Ensuite, la recherche a été une découverte incroyable dans la vie, parce que rencontrer à l'autre bout du monde des gens qui essaient de comprendre comme vous ce qui se passe et de modéliser des capacités de l'humain, c'est vraiment passionnant. Cette confrontation aussi de différentes cultures, de différents points de vue est vraiment passionnant. On va retrouver plutôt un champ masculin, mais je dirais avec une appétence à la créativité et au partage d'informations et de connaissances dans le monde de la recherche. Donc c'est quand même un monde où on peut se sentir très bien lorsqu'on est une femme. Sauf qu'il n'y en a pas assez qui viennent parce que les écueils avant d'arriver à ce niveau-là sont multiples. Et effectivement, on n'aide pas les femmes à se diriger vers ces voies-là. Après, elles peuvent se rendre compte que c'est vraiment passionnant. Donc, les ruptures pour se rendre compte de l'éthique ont été surtout parce que j'ai essayé de travailler sur justement l'assistance aux personnes âgées, par exemple, ou en tout cas l'assistance aux humains, qu'ils soient donc vulnérables ou moins vulnérables, et que je me suis rendu compte du fort pouvoir de manipulation de ces machines. Ce qu'on était capable de faire dans des laboratoires, c'est pas du géo trouve tout, ce sont des systèmes d'apprentissage machine qui sont vérifiés, évalués, etc., qui sont pas très robustes. Et pour autant, on voyait arriver émergents des systèmes dans des entreprises qui étaient mis déjà dans la société, dans des objets, alors que on n'avait pas encore vérifié quelles pourraient être les conséquences de l'utilisation de ces objets dans le monde du travail, pour le recrutement, pour la santé. Et évidemment, il y a des conséquences très positives, mais l'analyse de risque est nécessaire. On est allé trop vite, vous pensez? Je pense que ça va beaucoup trop vite. Alors après, certaines personnes vont vous dire on est toujours en retard en France parce qu'on parle de cela, alors que les États-Unis vont vite, que la Chine nous a doublé tout le monde et que nous sommes toujours à la queue parce que évidemment on prend plus de temps à réfléchir. Je pense que c'est un peu le lièvre et la tortue, si vous voulez. Au bout d'un moment, on va quand même se rendre compte que pour faire confiance à ces différents objets et pour pas être prisonnier d'interaction surveillée avec tout un tas de choses, de la voiture à votre appartement, en passant votre montre, le téléphone omniprésent maintenant. J'ai vu des bagues maintenant qui pourraient être des cartes bleues ou des puces sous-cutanées pour nous repérer, pouvoir déclencher, payer avec sa puce, etc. Tout ce champ technologique qui arrive en force, eh bien, il faut quand même le prendre sérieusement. Et l'éthique, pour moi, est un sujet qu'on doit pas du tout mépriser, on ne doit pas se dire que c'est un frein économique, c'est au contraire pour moi une puissance énorme. Et si on fait pas ça, on va arriver à des solutions qui vont être peu démocratiques. Et puis si on a des puissances effectivement qui arrivent au pouvoir dans différents pays et qui n'ont pas forcément des intentions démocratiques, ces outils peuvent être une menace réelle pour la société. Donc c'est pas pour faire peur, c'est juste dire c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet qui n'est pas pris à sa juste valeur encore dans la société parce que on a des couches dominantes qui ne sont pas formées aux sciences. Pas assez. Vraiment pas assez. Donc quand on dit les femmes ont besoin d'être formées en sciences, je dirais oui, les femmes et beaucoup d'écoliers en fait. Quand je vois que les mathématiques sont optionnelles maintenant à l'école, il y a un minimum, mais il y a beaucoup maintenant d'options qui ont été rajoutées et les sciences et les mathématiques en font partie. C'est une erreur monumentale. Parce que
qu'est-ce qu'apportent les mathématiques ? C'est un peu comme la philosophie. C'est en fait un certain niveau d'abstraction. On vous apprend à pas regarder que le truc qui est devant vos yeux, mais à faire un pas en arrière en essayant de comprendre. Ah, telle hypothèse, tel raisonnement va m'amener à telle conclusion. Ça, c'est de l'abstraction. Et on en a besoin tous pour comprendre ces objets autour de nous qui arrivent et qui sont de plus en plus complexes. Moi, je refuse d'avoir cette facilité qu'on voit chez beaucoup d'ailleurs d'experts aussi en IA, de dire ces machines demain auront des émotions, elles auront une conscience. Ils ont lu trop de tout ça. Trop de livres de science-fiction, non ? Pas seulement. Ouais. Ils pensent vraiment qu'on peut pousser très loin, et ce sont des métaphores. Et par la métaphore, ils espèrent expliquer. Et je pense que dans cette confusion-là, il y a un vrai risque de perdre beaucoup de personnes qui vont, avoir peur de ce genre de système, vouloir les rejeter, et donc pas comprendre toute l'augmentation qu'elles peuvent apporter, ces machines, si on sait bien gérer ce domaine-là. Et tous ces sujets sur l'éthique sont des sujets qui doivent atteindre les hommes et les femmes. Or, j'ai une petite phrase que je porte un peu partout, qui sont, à l'heure actuelle, il y a 10 ou 20% maximum de femmes qui codent, qui créent ces systèmes qui sont autour de nous. Et si je regarde maintenant les agents conversationnels, ces chatbots ou ces systèmes qui nous parlent, en tout cas, 80% de ces systèmes sont féminisés. Oui. On va retrouver des systèmes qui ont des faciès de jeunes femmes, des voix de jeunes femmes, voire des corps de jeunes femmes, si je pense à la robotique sexuelle. Et donc cette représentation, cette féminisation de ces artefacts, de ces agents qui sont quand même avant tout des esclaves technologiques, qui ne sont pas indépendants, qui sont une certaine autonomie mais très relative et qui sont codés par une gente masculine majoritairement. Il faut quand même se poser cette question de qu'est-ce que veut dire cette représentation à outrance d'une féminisation dans ces objets. Alors, personne n'a tort, mais personne se met au niveau macro. C'est-à-dire que l'industriel dans la banque en Suède, que j'avais questionné sur pourquoi vous faites Clara et pas Kirk, il m'avait dit mes clients masculins préfèrent une voix de femme, mes clientes aussi. Donc si je raisonne sur cela à tout niveau, je me retrouve avec tout un tas d'objets qui vont avoir des représentations féminisées parce que, a priori, ça a l'air de plaire mieux. Alors c'est pas tout à fait vrai. Lorsque on est à l'hôpital, par exemple, et qu'on veut faire un agent qui vous donne des conseils médicaux, il vaut mieux prendre un homme, parce que son rôle sera plus rassurant. C'est ce qu'on entend aussi de la part des gens. Et puis une femme lorsqu'il s'agit d'une infirmière. Et on se retrouve devant les stéréotypes classiques qu'on retrouve d'ailleurs dans la traduction. Quand vous traduisez a doctor, c'est forcément masculin, et a nurse, c'est forcément féminin. Et donc si je fais une recherche, par exemple, sur les mots dans mon langage, eh bien, je vais retrouver, je cherche femme, je vais trouver femme de ménage, femme au foyer, femme, avec tout un tas d'adjectifs autour qui vont être plutôt peu valorisants. Enfin, peu valorisants, c'est pas vrai, mais disons qu'ils sont d'une certaine nature, autour de la famille, autour des objectifs sociaux, du soin, etc. Et si je fais une recherche sur le mot plutôt homme, eh bien, je vais trouver tout un tas d'autres vocabulaires qui montrent en fait que dès que je passe sur ce domaine du numérique et que je représente statistiquement en fait des co-occurrences de termes, enfin la présence de termes autour du mot homme ou du mot femme, je vais me retrouver sur des champs sémantiques qui sont très très différents, très stéréotypés. Et ces systèmes qui numérisent et qui font ces analyses statistiques renforcent en fait cet aspect stéréotype. Les machines qu'on construit à l'heure actuelle en IA, en apprentissage machine, se nourrissent du passé. Donc, si vous avez plus de femmes avec des hauts salaires que d'hommes, eh bien, on va privilégier toujours à peu près les mêmes tendances. Si j'apprends à une machine à partir des informations et des données qui viennent du passé. Vous seriez pour qu'on mette un cadre pour que justement il y ait une intervention humaine, hommes et femmes, pour changer ces stéréotypes introduits dans la machine ? Oui, il faut en fait d'abord que ces machines soient considérées comme de l'aide à la décision et non pas décisionnelles dans plein de cas. Si je prends la justice, la santé, etc. Donc on doit éduquer pour apprendre à utiliser ces systèmes
Et on doit effectivement faire attention à ces discriminations. On parle de biais, mais il y a des biais partout, en fait. Dans toutes nos données, il y a des biais. On va jamais avoir un système à 100% neutre. Ça n'existera pas. Mais par contre, on peut s'interroger quand même sur des grandes dominances qui sont effectivement qui auront des impacts négatifs pour un certain nombre de personnes, de certains genres, de certaines races, de certains niveaux sociaux. Et ça, on peut l'éliminer. Et il faut en être conscient. Et il faut aussi que ce ne soit pas seulement les hommes qui fassent cela, mais que ce soit les hommes et les femmes qui comprennent qu'à travers ces machines, on modélise nos comportements d'humains. Et nous sommes à 50%, je crois, en représentation sur la planète. Et on devrait être... voilà, donc 50% de chaque à peu près. Et donc on devrait être aussi concernés par ces sujets que les hommes. Vous avez l'impression que vous avez un écho auprès de... qu'on entend votre voix, notamment au travers des différents... de vos différents engagements, notamment auprès de la CERNA, la Commission de réflexion sur l'éthique et la recherche en sciences et technologies d'Elisten, du CNPEN, je vous dis ce que c'est aussi, c'est le Comité national pilote d'éthique du numérique et du partenariat mondial aussi sur l'IA, le GPAI, pardon. Oui. Alors effectivement, étant donné ce que je vois comme écueil, comme risque pour la société à travers ces outils, qui sont pas que des choses négatives. Je vois aussi des fulgurances prometteuses. Donc je me suis impliquée dans beaucoup de comités d'éthique. Alors pour l'instant, je fais ce que je peux pour faire avancer ces idées. Pour la mixité, c'est très difficile. Ouais. C'est vraiment très difficile. Parce que ce sont des sujets qui ne sont pas compris par la majorité des hommes. Je suis désolée de le dire comme ça, mais j'ai pas dit que ça n'existait pas. Il y a aussi des hommes qui pensent aussi que c'est important de comprendre en fait ces grandes tendances et quels pourraient être leurs impacts sur la modélisation en général et sur la société en général. Mais c'est très difficile. C'est très difficile parce que autour de soi, chacun a une expérience. On commence à voir monter des femmes à des postes importants, et donc on se dit c'est réglé. Et si je regarde un peu statistiquement, je m'aperçois que c'est pas réglé. Et après aussi, il y a tout un discours de victimisation qui, moi, m'insupporte énormément, qui essaie de démontrer que par des statistiques, bien que les femmes... Alors, c'est pas à mauvais escient, pour beaucoup de femmes, c'est l'idée de montrer, grâce à ces outils qui permettent de comptabiliser des situations. Alors, c'est de montrer que les femmes prennent moins la parole, mais on s'arrête pas là. On dit en général, les femmes ne veulent pas prendre la parole. Alors, ça, je trouve ça terriblement injuste, parce que je pense que ça n'apporte pas au débat. C'est-à-dire que c'est pas en expliquant que quelque chose est irrémédiable qu'on va trouver des solutions. Alors, je pense qu'il faut se nourrir certainement des statistiques, on peut pas les ignorer. Mais il y a là presque un complot historique. Si vous regardez vos livres d'histoire, si vous regardez les références encyclopédiques, eh bien c'est le monde masculin qui domine, que ce soit dans la littérature, le théâtre, dans énormément de domaines. Or, est-ce qu'on veut vraiment avoir cette mixité ? Elle est indispensable pour moi à cause des machines qui arrivent, à cause de cette modélisation et du fort pouvoir de manipulation qu'auront ces systèmes. Et si on n'y fait pas attention, il pourrait être créé que par une partie de la population. Or, il faut que hommes et femmes, jeunes et plus âgés, de toute origine culturelle, on soit impliqués dans ça. On soit impliqués dans ces modélisations. Donc c'est bien plus large que juste les différences de genre, ce que je voudrais expliquer. Mais là, en tout cas, juste sur ce sujet de positionnement entre hommes et femmes, je trouve terriblement injuste de dire aux jeunes filles « Ah, on sait que c'est difficile pour vous, mais essayez d'eux. » Mais non, prenez la parole. Il n'y a rien de difficile dans cela. Il faut juste le faire. Et c'est pas parce que avant c'était plus difficile que maintenant on doit encore avoir cette inertie qui vient du passé. Je pense c'est un moment où on doit penser résilience. Alors je sais que ce mot est très à la mode, donc je vais pas le prononcer beaucoup, mais disons que il faut aller maintenant vers l'avenir, vers plus de mixité, vers plus de compréhension en tout cas de ce qui a empêché cette réelle mixité.
évidemment, nous sommes différents. J'ai pas dit qu'on était égaux entre hommes et femmes. On a des envies différentes, on a des facilités différentes, on a des puissances de frappe différentes. On va plus voir peut-être des femmes aller s'intéresser aux soins de l'autre mais encore il y a des hommes aussi qui s'intéressent énormément à ça. Je trouve par exemple qu'en médecine, il n'y a pas assez d'hommes à l'heure actuelle. Donc les clivages comme ça on doit les rééquilibrer, que ce soit du côté de trop d'hommes et pas assez de femmes, ou de trop de femmes et pas assez d'hommes. L'idéal, c'est quand même de vivre ensemble et de comprendre les grands enjeux de la société, qui sont des grands enjeux, parce que les manipulations ou la surveillance de masse, c'est un énorme enjeu politique, sociétal et personnel aussi, qu'on voit à travers l'intrusion dans la vie privée des gens. Mais aussi le social, c'est quoi ? C'est le manque de solidarité qui pourrait arriver. Je prends l'exemple des assurances. Si demain, on est capable de savoir que vous êtes à risque et la personne à côté ne l'est pas, est-ce que vous allez payer pour quelqu'un qui est à risque ? Peut-être pas. Alors, ce niveau de solidarité qu'on a dans les assurances, c'est bien ça. C'est de se dire, bon, on donne tous un pot commun, et puis le jour où il arrive un problème à quelqu'un d'entre nous, qu'il ait été à risque ou moins à risque, eh bien, on va donner. Cette solidarité dans la société, elle est nécessaire. C'est notre intelligence collective qui fait cela, entre hommes et femmes. Et donc, à ces deux niveaux, personnel, sociétal et gouvernemental, parce que nos démocraties ne doivent pas rentrer dans le jeu de l'hypersurveillance et de l'hypersegmentation que l'on voit arriver avec ces technologies. Alors, je dresse un portrait peut-être un peu noir, mais c'est pas du tout mon propos. Moi, je suis pro-technologie, mais j'aimerais bien qu'elle soit utilisée au mieux pour augmenter notre compréhension de ce que nous sommes, de comment nous vivons, rapprocher encore plus, économiser plus les ressources de la planète, gérer mieux les transports, gérer mieux les villes, mais pas avec ce risque de surveillance à outrance et de manipulation de nos idées. J'entends un enjeu de liberté dans vos propos pour tout ce qui concerne la surveillance, et puis un enjeu d'égalité pour cette idée de mixité, etc. Et de fraternité. Alors j'aurais dit sororité ou adelphité, mais bon, oui. Effectivement, mais c'est reprendre effectivement Oui, c'est les grands enjeux de la démocratie. Oui, c'est ça. Et des droits de l'homme. C'est-à-dire que à travers ces machines, et ce que pousse l'Europe, et moi je suis pro-européenne, c'est-à-dire que on est fort à travers ces grands enjeux mondiaux qui arrivent, que sont les États-Unis, la Chine. En Europe, on est fort si on est tous ensemble. On est fort si on sait justement remettre au centre nos valeurs humaines, la dignité, l'autonomie de l'homme, son libre arbitre, son éducation face à ces systèmes pour être capable de décider soi-même de ce qui est bien. Cet apprentissage-là, c'est ça l'éthique. C'est en fait mettre les garde-fous, quoi. Considérer toutes ces dimensions et essayer de mettre des garde-fous. Donc, on va pas revenir en arrière, et ce n'est pas du tout mon souhait, parce qu'il y a d'énormes progrès qui sont faits grâce à ces systèmes. C'est juste, mon alerte, c'est on ne doit pas fonder ces systèmes uniquement sur des intelligences masculines. Il faut diversifier. Pas que masculine, ni que, on dit souvent, un geek de 40 ans, blanc, bon teint, qui a fait telle étude. Non, il faut absolument pas que ce soit restreint à une espèce de pseudo-élite qui serait construite. Et les GAFA montrent ça, quelque part. Les GAFA, en ce moment, ces géants du numérique, qui sont principalement américains ou chinois, n'ont pas cette valeur autour de l'éthique. Il y a toujours l'idée de la compétition en premier. Oui. Ça avant fait de regarder partie les valeurs. Presque de leur ADN, oui. Totalement, totalement. Et si je regarde ce qui s'est passé ces derniers temps avec le fait qu'il y avait des femmes en fait qui étaient à la tête d'équipes, par exemple chez Google, qui étaient à la fois sur l'IA et l'éthique, et qui ont été, prenons le terme exact, virées mani militari, parce que elles osaient écrire qu'effectivement Google constatait, qu'effectivement il y avait des biais, des discriminations dans les outils, mais faisait rien pour changer les choses. La compétition étant plus importante finalement que regarder de plus près comment ces systèmes marchent. Et ça, c'est dangereux. On fait une pause ? En quoi le numérique se joue-t-il de nos émotions ? Pourquoi sont-elles au cœur de la stratégie de diffusion des réseaux sociaux ? Peut-on parler de manipulation ? On commence à évoquer le sujet avec Cédric Téchenet,
auteur du livre Le marketing de nos émotions, paru aux éditions Diatineo. Les neurosciences prouvent que plus l'expérience émotionnelle est importante, plus elle capte l'attention et aura de chances d'être mémorisée. En fait, on ne retient pas forcément ce que l'on a vu ou entendu, mais on retiendra ce que l'on a ressenti lorsque l'émotion est forte. Dans le marketing, c'est utile pour créer de l'adhésion à une marque ou un produit. L'intelligence artificielle et notamment les objets connectés permettent désormais de mesurer des réactions émotionnelles, quand une émotion s'accompagne donc d'une réaction, notamment un changement du rythme cardiaque. Les outils gratuits dont le modèle économique repose sur la collecte de données et la publicité ciblée, je pense notamment aux réseaux sociaux, utilisent nos émotions. Plus on réagit avec des likes, par exemple avec des commentaires, plus cela permet d'améliorer le ciblage. Plusieurs études confirment d'ailleurs que les contenus les plus polémiques sont les plus commentés par les utilisateurs et donc favorisés par les algorithmes. On l'a vu, les émotions, surtout négatives, sont devenues un fonds de commerce. Une étude portant sur Twitter soulignait par exemple qu'une fausse information se propage en moyenne 6 fois plus vite qu'une vraie information. Pendant cette pandémie, nous avons vu que les fake news, qui jouent notamment sur les peurs et les colères, ont été souvent plus virales que le virus lui-même. Et quand on sait qu'un Français sur 4 déclare s'informer seulement sur les réseaux sociaux, cela a de quoi inquiéter. Ces technologies, en fait, elles sont neutres, ce sont des outils, mais à nous d'apprendre à mieux nous en servir. On revient en studio pour parler algorithmes, robots et émotions avec Laurence de Villeur. Et justement, pour ces systèmes qui sont plus proches de nous au quotidien, qui se jouent un peu de nos émotions, justement, vous parlez de robots émotionnels. Est-ce que vous pourriez nous dire c'est quoi un robot émotionnel exactement ? Alors, le titre de mon livre, c'est Les robots émotionnels, mais c'était entre guillemets et l'éthique dans tout ça pour dire, en fait, ça n'existe pas, les émotions dans les machines. Je crée des modèles artificiels qui sont capables de 3 choses. Détecter les émotions des humains, certaines émotions, et avec des modèles très simples. Ensuite, pouvoir raisonner dans un système de dialogue, par exemple, qu'est-ce que je vais répondre à la personne en fonction des émotions et de ce que la personne a dit. Donc des mots et de la façon dont elle se comporte. Et ensuite, c'est générer des phrases qui ont un sens, peut-être émotionnel, et avec un comportement, soit dans la tessiture de la voix, soit à travers les gestes ou des actions, qui laissent à entendre de l'empathie ou de la tristesse, des émotions. Voilà. Ce qui marche le mieux, c'est la synthèse des émotions. Faire des voix artificielles qui vont vous dire que vous êtes formidable, qu'elles vous aiment et qu'elles sont tristes de nanana. Bon, la machine, fondamentalement, on lui a donné la possibilité, on lui donne des capacités de parler. Or, si on revient au fondamental, la parole, c'est le propre de l'humain. Ça nous différencie avec les animaux. Les animaux, ils parlent pas du même langage que le nôtre, en tout cas. Ils ont un langage particulier de signes, mais le langage, avec l'abstraction que l'on a, est propre à l'humain et le différencie. Eh bien, on donne cette capacité aux machines, mais absolument pas avec l'essence même qui fait la parole, c'est-à-dire la pensée, la réflexion, etc. Non, ce sont des modèles de Lego. On trouve les meilleures briques qu'on assemble, suivant des stratégies qu'on a mis dans la machine. Alors, de plus en plus, on va aller vers les terrains les plus compliqués, c'est-à-dire percevoir les émotions des humains et les copier, puisque ces machines les nous imitent, capturent toutes nos données sans ressenti aucun, sans émotion interne, puisque mes émotions même sont cachées. La machine ne fait que détecter, en fait, la surface, c'est-à-dire mon expressivité et peut-être mes actions, et ce que je dis, ce que je veux laisser percevoir. Et tout mon travail de recherche a été au départ d'expliquer en fait que dans la vie de tous les jours, d'abord je ne suis pas en colère, triste, joyeuse, à tout bout de champ de façon caricaturale, on est bien d'accord. C'est beaucoup plus subtil. Et tout ce champ d'émotions subtiles mélangées, bien la machine n'est pas du tout capable de le percevoir. Et certains humains non plus. D'ailleurs, on modélise sur ces systèmes, en fait, les perceptions d'humains, de quelques humains qui ont annoté des données, avec des divergences, et sûrement pas 100%. Si je regarde les tests perceptifs devant des images, montrant des visages qui ont des émotions, ou en écoutant des signaux vocaux, enfin quelqu'un qui parle, quoi,
Eh bien, peut-être pour certaines émotions, je vais être à 80% d'accord entre différentes personnes, mais pour d'autres émotions, je sais pas, le dégoût, par exemple, dans la voix, entendre quelqu'un en pensant qu'il est dégoûté et l'entendre dans le timbre de sa voix, dans le rythme de sa voix, c'est extrêmement difficile. Et puis ça va dépendre évidemment de ce que nous sommes, notre culture, notre éducation, et puis nos émotions internes, c'est-à-dire dans quelle humeur je suis, si je suis mécontent, pas mécontent. Et tout cela fait notre richesse finalement, d'appréhension des choses. C'est très culturel aussi, oui. Multiplicité de perceptions, il n'y a pas de vérité. Et donc les émotions, ce sont des entités que l'on perçoit, qui nous permettent de mieux nous adapter entre nous, mais les machines sont très loin de savoir comment faire. Alors, même si on peut imaginer qu'elle pourrait être extrêmement puissante pour certains aspects de perception bas niveau, je vous donne un exemple. Quand j'entends un son, j'entends pas les infrasons ni les ultrasons. La machine peut les entendre. C'est-à-dire quand je suis plus âgé, j'entends pas les hautes fréquences. Les jeunes les entendent plus que moi. Voilà. Bon. Donc, le spectre d'écoute de la machine, elle est plus large que le mien. De la même façon, quand je regarde avec des biais. C'est-à-dire, je vais chercher des choses dans l'image que je regarde. Je regarde pas l'image avec des pixels, moi. La machine, oui. Donc, elle peut trouver des structures que j'ai pas vues. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, par exemple, pour détecter des cancers. Elle voit autrement. D'accord ? Par contre, le niveau au-dessus, qui est l'interprétation et la compréhension, mettre du sens sur ces choses-là, la machine est très faible pour le faire, parce qu'elle ne connaît que ce qu'on lui a donné comme sens. Elle n'interprète pas, elle n'a pas d'intuition, elle n'a pas de compréhension de ce que pourrait être le sens de ce qu'elle regarde. Quand on dit la machine crée, par exemple, elle va faire des tableaux incroyables, elle va faire de la musique incroyable, et c'est génial comme outil pour les créatifs de tous bords, que ce soit dans l'art pictural ou l'art musical, mais elle ne sait jamais, la machine, quand c'est vraiment nouveau, quand c'est intéressant, quand il y a un sens apporté à ce qu'on vient de créer. Et c'est ça qu'il faut bien différencier. L'interprétation, elle ne sait pas le faire, donc elle n'est pas à un niveau d'abstraction conceptuelle comme on peut l'être, nous, parce qu'on a un passé, une éducation, une culture, une histoire commune, et puis que on se sert de notre imagination. On va au-delà, on cherche qu'est-ce que ça pourrait être. La machine, elle fait pas tout ça. Et donc, elle est très pauvre dans sa façon d'interpréter. Et donc, quand elle parle, elle ne crée pas une nouvelle parole sensée, réfléchie, qui vient d'une abstraction, d'une spiritualité, ou je ne sais quoi, ou d'une imagination. Elle reprend des choses qu'elle a entendues en faisant des puzzles avec des stratégies qu'on lui a données ou en imitant des gens. Ce sont des copieurs. En rien... ils auront des intentions, ces systèmes qui nous parlent, de créer des choses. Alors, ça veut dire, finalement, si je résume, ça veut dire que le système, on lui donne la capacité à un agent conversationnel de nous parler avec des mots que l'on prononcerait, nous, humains, mais c'est une espèce de parole sans son statut humanisé. Et la machine ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle génère des choses qu'elle ne comprend pas, qu'elle n'interprète pas. Elle n'interprète pas ce que vous répondez non plus, au sens interprétation humaine, c'est-à-dire qu'elle ne comprend pas, et en aucune manière, elle est responsable de ce qu'elle dit. On a l'impression qu'on est dans un fantasme qui date de plus de 2000 ans. Ça me fait penser à Pygmalion. Et cette volonté, une espèce de fantasme de tomber amoureux de sa création, amoureuse de sa création. Oui, le fantasme. Et que c'est ce fantasme-là qui continue à être omniprésent. Hier, c'était une statue. Aujourd'hui, c'est une machine, quoi. Et cette volonté de mettre une âme, d'animer quelque chose qui au final ne l'est pas. C'est omniprésent et à de multiples égards. C'est-à-dire que chez les chercheurs qui se rendent bien compte que c'est pas du tout ça, il y a quand même un espèce de champ d'aventure. Voilà, le chant des sirènes, là, qui anime certains grands experts qu'on entend, qui vont prétendre que les machines auront des émotions, etc. Et finalement, ça plaît aussi aux non-experts, parce que le fait que des chercheurs renommés disent que demain, ces machines auraient des émotions, ça les fragilise, ça les rend humains, ces chercheurs. Donc, des deux facettes, on est coincé. Et j'aurais tendance à penser, moi, que il vaut mieux être honnête sur les capacités qu'on met dans les machines pour mieux les comprendre et mieux les adopter et mieux les dompter.
Tant qu'on sera dans ce leurre, dans cette zone grise où voilà, c'est plus séduisant de croire que, où mon imagination, où les mythes derrière dans la culture font que, voilà, on sera dans une espèce de brouillage où la frontière humain-machine va rester comme cela. Et je pense qu'on va en tirer sans doute des conséquences pas forcément positives pour un grand nombre de personnes. Quels sont les risques selon vous ? Alors, il y a un risque énorme que je vois de plus en plus, moi, qui est l'habituation à ces systèmes omniprésents et l'oubli, finalement, qui sont non humains. Un oubli, entre guillemets, c'est-à-dire on n'oublie pas, mais on s'y habitue et puis ça rend des services. Alors, on l'écoute. Et on se préoccupe plus de savoir qui a mis les paroles là, d'où elles viennent et pourquoi la machine dit cela. D'accord ? Donc, et en plus, ces machines auront nos souvenirs. Vous imaginez ? Elles vont vivre à côté de nous, elles enregistrent tout ce qu'on fait. Et le jour où la machine me dit « Mais enfin, Laurence, rappelle-toi, comment ça tu te rappelles plus ? Moi, je me rappelle. » Qu'est-ce que ça veut dire sur mon intégrité d'humain ? Je pense que là, il va falloir quand même anticiper cela. Soit on met des distances, des garde-fous, soit on va continuer à être en interaction proche, en intimité avec des systèmes, et de plus en plus avec des systèmes comme ceux-là, qui en plus vont avoir des capteurs sur votre corps. Vous imaginez ? Ce qu'on appelle le quantified self. Oui, ça donne pas C'est-à-dire envie, que la machine saura à quel rythme bat votre cœur, et vous n'en aurez aucune conscience, vous. Comment vous pouvez l'évaluer ? D'accord ? Donc, en mettant avec l'IoT, là, l'Internet of Things, de tous ces capteurs, les montres connectées, des cerceaux dans tous les sens, voilà, qui connectent vos humeurs, vos trucs, votre conductance de la peau, le rythme cardiaque, voire des informations de type digestive ou je ne sais quoi, l'intériorité de votre corps va être mieux connue par les machines que vous ne connaissez, vous, votre façon de fonctionner. Vous imaginez le trouble ? Je vois un intérêt médical, mais de façon cadrée. Bien entendu, mais de façon encadrée, parce que de façon automédicale, on va sûrement arriver à des erreurs monumentales. Et puis, bien entendu, l'effet, de manipulation ou d'incitation à faire grâce à des informations comme ça, très proches de vous ou très perturbantes sur notre intégrité, sur notre libre arbitre, sur notre faculté de décider autour de nous, ça va être extrêmement, perturbant. Et puis, sûrement, ça va nous amener à du nudge dans tous les sens. Le nudge, c'est vraiment le sujet que j'aborde maintenant dans la chaire, là que j'ai monté avec des économistes, avec des linguistes en pluridisciplinarité, donc sur Paris-Saclay, au CNRS. Donc je l'ai monté pour parler d'éthique, de mesures sur ces systèmes et sur cette proximité qu'on va avoir de plus en plus et ces habitudes sur le long terme qui vont monter avec ces machines. Bon, il est nécessaire pour moi de mettre des garde-fous, par exemple d'interdire que la machine mémorise ce qui se passe avec elle. Mais les constructeurs vont vous dire, mais si je veux que demain la machine ressemble plus à un humain, il va falloir qu'elle mémorise comment vous interagissez avec elle. Le nudge, je précise, juste une manipulation douce, on pourrait dire. Oui, alors le nudge, je traduction. peux vous dire d'où ça vient. Ça vient de l'économie comportementale, d'un prix Nobel, Richard Thaler, qui a écrit beaucoup sur ces sujets, et qui n'est pas le seul, mais il a reçu un prix Nobel pour ce sujet-là. C'est en fait l'incitation à faire dans le design de la situation. Je donne un petit exemple très simple. Vous réservez une chambre d'hôtel sur Internet et vous allez voir une petite ligne rouge qui arrive en bas en disant 25 autres personnes regarde cette chambre ou cet hôtel. Ah, ça va me pousser à aller la réserver très vite pour pas que quelqu'un la prenne avant moi. C'est ça l'incitation à faire. C'est montrer quelque chose autour et faire que. Alors on fait des expériences à l'école avec des personnes âgées, avec des personnes vulnérables, avec des machines qui sont capables de détecter leurs émotions et de les inciter à faire certaines actions. Alors ça peut être pour le bien-être de la personne, pour qu'elle soit plus encline à prendre ses médicaments ou à faire un régime ou à différentes possibilités positives pour le bien-être de la personne ou son équilibre, mais aussi ils peuvent être aussi peut-être dommageables parce que ce sera pour vendre des objets, des services. Et ça, il faut le vérifier et ça, il faut l'encadrer. Bien sûr. Donc j'ai un projet qui s'appelle Bad Nudge, Bad Robot à Saclay. Donc, vous voyez, je pense que cette façon de voir l'informatique qui est
pour construire avec une technicité qu'il faut appréhender de plus en plus et regarder quels seraient les usages qu'on peut en avoir et les conséquences sur le long terme, ce sont des sujets qui devraient attirer autant les filles que les garçons. Et j'ai laissé les présenter comme ça dans mes cours, dans mes recherches. Et moi, j'avoue que j'ai une grande mixité, beaucoup de femmes autour de moi pour travailler sur ces sujets. Pas que, bien sûr, mais une réelle mixité. Mais ça m'étonne pas, ça donne envie de rejoindre les bancs de l'université. Vous proposez plutôt de quoi ? Des cours d'éthique dès l'école pour être sensible à ces sujets, une régularisation par la loi, un cadre bien précis que doivent suivre les créateurs de robots et de logiciels. C'est quoi la solution en fait pour contrer les mauvais effets de cette robotisation émotionnelle ? Alors, c'est pas que la robotisation émotionnelle, c'est une des parties, mais qui fait partie de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut réguler pour certains hauts risques. Reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, par exemple, c'est à la fois l'identification de quelqu'un dans une foule, dans la rue, et ça, on l'a interdit en France. Et c'est très bien. Donc, même dans une manifestation, on va pas aller avec un drone chercher à reconnaître qui est qui et pourquoi vous êtes là. Ça fait partie de la liberté aussi d'être dans une manifestation. Donc, on interdit certaines choses et je pense que tout le monde sera content qu'il y ait effectivement ces garde-fous si on pense à cela. Maintenant, il y a aussi une deuxième partie dans la reconnaissance faciale qui est l'authentification. Bon, pourquoi voulez-vous interdire ça ? C'est très pratique de déverrouiller mon portable avec mon visage ou de passer les portillons aux frontières grâce à mon passeport biométrique. Donc, c'est une sécurité. Mes données sont gardées en local. Pourquoi pas ? Il y a encore une troisième facette qui est détecter votre comportement. Alors, ça peut être aussi extrêmement intéressant. Et là, on voit bien les deux côtés. Parce que c'est intéressant pour vérifier que les gens déposent pas des ordures dans une ville, par exemple, traqués par les caméras de la ville, les comportements des gens. Mais s'il s'agit de trouver les comportements anormaux, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'un enfant avec un masque, c'est un voleur ? Est-ce qu'un voleur, d'ailleurs, va s'amener avec va avoir une attitude dangereuse qu'on pourra déceler dans une photo ? Rien n'est évident. Donc, il faut faire attention. Et là, il faut encadrer avec, au début, des expérimentations, des suivis de la CNIL. Là, en France, on a la chance d'avoir la CNIL qui est le gendarme des données, mais qui va plus loin aussi sur ces systèmes. Est-ce que on peut ou pas imaginer les risques ? Il faut l'analyser sur le temps long. Donc, le juridique pour les hauts risques, c'est ce qu'a proposé l'Europe. De l'éthique et de la compréhension en continu de ce qui se passe avec vigilance et avec des mesures de plus en plus pour comprendre les discriminations. On l'a vu avec le genre, c'est important, avec Gender Scan par exemple, qui était formidable pour comprendre effectivement le peu de femmes présentes dans les enseignements scientifiques. Il faut montrer les choses avec l'IA et il faut surveiller ces systèmes avec aussi peut-être des IA ou des humains et des humains. Et en même temps, il y a des choses où on ne sait pas si ça sera bien ou pas. Donc, il faut les faire émerger aussi, parce qu'elles peuvent être aussi formidables pour aller traiter certains handicaps, être plus performants pour détecter des cancers et savoir les diagnostiquer plus vite. Le diagnostic des maladies plus rapidement permet de les soigner beaucoup mieux. On va guérir beaucoup plus de personnes du cancer. On va être capable d'aller plus loin. Voilà. Donc, jusqu'où va-t-on ? Ces garde-fous-là dont il faut parler dans la société, en mixité, et avec connaissance de ce qu'on fait en sciences. Pas seulement avec un apport de politiciens, de philosophes. Il est nécessaire d'être ensemble avec cette pluridisciplinarité et avec de la technologie de pointe, quoi, des gens qui connaissent exactement ce qu'on peut faire pour pouvoir lever le capot, si je me prends l'image du garagiste, et pouvoir resserrer les boulons ou éliminer une partie du moteur qui est défaillant. Si on ne fait pas ça, on sera toujours grugé par la techno. Il est vraiment important que, au plus haut niveau du gouvernement, il y ait des acteurs qui soient là, des experts, des consultants qui soient là avec un très bon niveau
de technologie et la recherche est en cela, à mon avis, un atout fort en France. On a une recherche académique très forte, donc pas publique, qui est très forte, qui est reconnue dans le monde entier et qui est pas assez mis en valeur par les gouvernements, qui est aussi pas bien traitée par les médias et pas bien traitée par la population, qui ne comprend pas, par exemple, qu'un scientifique puisse dire un jour, là, ça marchait avec telle performance, et le lendemain dire, non, j'ai découvert ça ne marche plus. Mais c'est ça la science, c'est amener de la nouveauté pour comprendre mieux ce qui se passe. Et évidemment, il y a à douter, il y a à comprendre avec conscience de tous les paramètres que l'on ne maîtrise pas. Et c'est important que cette façon de concevoir les choses, de comprendre les choses, soit discutée. Parce qu'on a tendance, avec les réseaux sociaux, à aller chercher une réponse positive ou négative, extrême souvent, caricaturale. Et ça, c'est rassurant. Le doute ne rassure pas. Mais moi, je suis désolée, on devrait penser le contraire. Douter, c'est laisser le possible pour tous. Ne pas douter, c'est finalement être dans des clivages dans la société. Et puis, je pense aussi que dans la société dans laquelle on vit, avec l'apport du numérique, on doit retrouver les valeurs sociales, fraternelles, ensemble. On avait avant le service militaire. Pourquoi il n'y a pas ce service obligatoire pour les garçons et les filles qui, au moins, permet une mixité sociale forte et des découvertes des autres. Il est nécessaire de rejouer les mixités dans la société. Et ça, je ne vois pas arriver cela. À quoi se destinent les élèves femmes et hommes qui suivent vos cours ? Quel type de métier ils ont envie de faire ou ils vont Alors faire? c'est très divers en fait, puisque quand j'enseigne à la Sorbonne, je vais enseigner à tous les niveaux. Je me suis dit parce que en fait je suis co-responsable d'une licence en sciences du langage, et ça m'intéresse aussi beaucoup de travailler sur l'éthique des systèmes avec des gens qui vont faire de l'orthophonie demain. C'est-à-dire qu'ils auront peut-être des outils à créer, des nouveaux outils qui vont aider dans la technicité qu'ils vont développer auprès de patients. Alors comment on les développe, comment on le fait de façon éthique, c'est donc des sujets qui peuvent les intéresser. J'en ai d'autres qui vont aller travailler dans le journalisme. Alors le journalisme aussi, c'est intéressant, les médias, comment vont-elles arriver à comment on va garder central le rôle du journaliste, qui pour moi est central. C'est-à-dire que la recherche intellectuelle et conceptuelle, c'est le journaliste qui l'a fait. C'est pas les outils. Les outils vont apporter des choses. Ça vont pouvoir faire des résumés ou inventer des trucs, mais vont pas découvrir que c'est nouveau. Ça sera toujours le journaliste qui sera là pour mettre les garde-fous. Donc voilà, des gens comme ça. Après, il y a aussi des personnes qui feront data scientist, c'est-à-dire qu'en fait, qui vont gérer des données. La gestion des données, c'est monumental, non seulement pour la cybersécurité sur des serveurs, mais aussi comment on les annote, comment ces systèmes deviennent soi-disant intelligents, comment ils reconnaissent des formes, des cancers, parce que des personnes humaines ont annoté des données, ont mis du sens, le sens que les machines ne trouvent pas, c'est les humains qui leur donnent. Et ce sens, on le met à travers des mots. Par exemple, si je fais de la reconnaissance des émotions, je vais mettre sur des séquences de vidéos, colère, joie, tristesse, les émotions que les gens perçoivent dans ces vidéos. Et la machine ensuite apprend à faire la prédiction à partir du signal brut pour aller vers ce sens. C'est ça qu'elle fait. Mais elles donnent en aucune manière le sens. Alors après, elles sont quand même capables, ces machines, une fois que vous leur avez donné un peu de sens d'objets autour, d'aller chercher des objets proches. C'est-à-dire, là, on n'a plus besoin d'annoter manuellement, mais elle peut, par une proximité, retrouver des formes. Mais elle fera pas beaucoup de sauts divergents. En aucune manière, elle serait capable de sérendipité. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, c'est-à-dire de découverte par hasard, de quelque chose de faible qu'on peut pas démontrer physiquement et qui serait une innovation incroyable, ce qu'on a vu avec des grands chercheurs, que ce soit Galilée ou en physique, on a énormément de gens qui ont découvert des choses qu'ils ne pouvaient pas démontrer. Or, la machine, elle se base sur ce qui est déjà connu pour prédire l'avenir. Donc, il n'y a pas grande sérendipité dans tout ça. Donc, c'est vraiment notre intuition d'humain qui doit nous pousser à être toujours en rapport très, très fort par rapport à ces machines, parce que on sait s'adapter très rapidement, on apprend très rapidement, on est capable d'imagination incroyable. Partant de tout cela, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à celles et ceux qui ont envie d'embarquer dans les métiers liés à l'informatique, au numérique,
et à l'éthique. J'espère que j'ai ouvert des portes parce qu'il y a un énorme nombre de métiers qu'il va falloir créer pour gérer tout ça. Et je pense que demain, si on veut que ces systèmes soient innovants, intéressants, ouvrent des portes de créativité, ouvrent des portes de compréhension de l'humain, ouvrent des portes de sociabilité, de solidarité et de compréhension de ce qu'est la nature également, hein, qu'on raisonne mieux sur qu'on préserve mieux ce que nous sommes et la nature qui nous entoure, eh bien, on doit aller dans ces métiers-là, ou même se dire qu'on pourra les créer. Il ne faut pas avoir peur de ça, au contraire. Ces études sur la technologie et en même temps avec cette partie de sciences humaines et sociales, de compréhension de comment ça se joue dans notre univers, finalement, c'est un spectre très large de possibles, n'est-ce pas ? Donc on peut venir dans cette idée avec une foultitude de différents métiers. C'est-à-dire peut-être sélectionner des nouveaux entrants pour aller dans une société avec cette idée-là qu'il faut ouvrir. C'est peut-être construire pour l'éducation demain à l'école différemment. C'est peut-être aller aider ou devenir médecin en ayant cette capacité de modélisation. C'est peut-être aussi construire des maisons différentes avec des matériaux différents, plus propres. C'est peut-être aussi construire dans une ville, finalement, un contrôle des dépenses trop fortes d'énergie. C'est faire qu'on mutualise ces énergies. Bon, et c'est faire toujours qu'on reste soi-même, humain, sans être augmenté d'une technologie qui n'est pas évaluée, comme ce qu'on voit avec le BCI, avec les implants cérébraux que propose Elon Musk, qui raconte des choses qui ont trait au marketing pour moi. C'est-à-dire que c'est pas sérieux. Je ne peux pas entendre cela en me disant je vois un cybercochon, on a mis un implant, on enlève l'implant et vous voyez mon cybercochon il va bien. Non mais écoutez, c'est prendre les gens pour des idiots. Il faut vraiment réveiller les consciences. Ne laissons pas faire des marketeurs et une économie à tout va prendre le devant. On le voit bien pour l'écologie que c'est pas ça qu'il faut faire. Et la prise de conscience commence à arriver. Et je suis optimiste parce que je la sens, cette prise de conscience, au moins sur l'écologie. Sur l'IA et l'éthique, c'est la même chose. Ne prenons pas trop de retard, parce que personne n'est en avance à part nous sur ces sujets-là. Ni en Chine, ni aux États-Unis, on se préoccupe vraiment de l'éthique de l'IA. Merci beaucoup Laurence Desvillers pour cet échange passionnant. Merci à vous. Avant de partir, je partage avec vous ces quelques lignes du philosophe Blaise Pascal, extraites des Pensées, une œuvre parue en 1669. Ça remonte à loin, et pourtant, l'écho se fait encore entendre jusqu'à aujourd'hui. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue. Parce qu'il sait qu'il meurt. Et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C'est de là qu'il faut nous relever et non de l'espace et de la durée que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser. Voilà le principe de la morale. Vous êtes toujours là ? Super. On espère bien que l'expérience auditive vous a plu, même convaincu. De quoi vous donner peut-être des envies de formation ou de reconversion pour vous, pour l'une de vos proches ou pour votre fille par exemple. Le combat contre les stéréotypes de genre continue. Nos outils, nos mots et nos voix. Nous les mettons au service d'autres rôles modèles à vous présenter bientôt sur Chute Radio. Restez à l'écoute. Vous écoutez Chute Radio. Chute.